Bonjour à tous. Je suis très heureux de débuter cette journée avec chacun d'entre vous. Cher Pierre, très heureux d'être dans tes murs ce matin et de partager ce moment avec des interlocuteurs précieux du CSA et de la future ARCOM autour de ce beau thème des nouveaux équilibres. Alors j'ai le privilège sur pas mal d'entre vous d'avoir le bénéfice de l'âge et donc de pouvoir regarder la régulation avec un certain recul, puisque je peux dire que j'ai vu naître la régulation dans ce pays. C'est une régulation qui est apparue tardivement en France, beaucoup plus tard que dans d'autres pays. Vous savez qu'elle est née aux États-Unis d'Amérique dans les années 30. Chez nous, elle voit le jour au début des années 80 parce que, comme souvent dans ce pays de culture très libérale, on le sait, c'est l'État qui a contrôlé pendant de très nombreuses années la télévision et la radio jusqu'au début des années 80. Et c'est seulement avec la fin de ce monopole, avec ce qu'on a appelé la libération de la bande FM en 81, et puis l'émergence progressive d'acteurs privés dans le secteur de la télévision, que la régulation a vu le jour. Elle a vu le jour de façon un petit peu chaotique, puisqu'il a fallu pas moins de 3 alternances politiques pour qu'elle se stabilise. D'abord avec la haute autorité en 82, puis la CNCL que j'ai vu naître également en 86, puis le CSA dans sa configuration actuelle en 89. Et maintenant, donc c'est une régulation qui a grosso modo 40 ans d'histoire derrière elle. Et son histoire, c'est une adaptation constante aux évolutions du secteur des médias, qui se sont beaucoup transformés. Quand le CSA voit le jour, on a une poignée de chaînes de télévision en France. Et puis ensuite, la diffusion par le câble s'est mise en place, diffusion par le satellite, le déploiement de la TNT dans les années 2000, les services de médias à la demande. Et il a fallu chaque fois que cette régulation s'adapte à cette transformation pour faire face aux évolutions des modes de diffusion des images. C'est au total presque 80 textes de loi qui seront venus modifier la loi à laquelle j'ai contribué comme jeune conseiller en 86, la loi qu'on met toujours en œuvre, cette loi du 30 septembre 86 relative à la liberté de communication, qui est toujours en vigueur aujourd'hui, mais qui a été ajustée pour tenir compte de ces évolutions. Et aujourd'hui, cette régulation, eh bien, elle est à nouveau interrogée par des transformations que vous connaissez, qui sont massives. Je crois qu'on peut le dire. Le mot de transformation est presque un peu faible tant elles sont spectaculaires. J'en cite quelques exemples. La fragmentation des usages, d'abord. Aujourd'hui, c'est en moyenne en France 6 écrans par foyer. Et donc la consommation des images se fait de façon très différente avec ce qu'elle était dans ma jeunesse, devant l'écran de télévision, au salon, en famille. Chacun consomme à son rythme, à son mode, avec son support, les images de son choix. Ce sont de nouveaux vecteurs de diffusion, bien évidemment, avec l'Internet et la diffusion maintenant en OTT qui prend un poids tout à fait croissant. C'est de nouveaux formats qu'on trouve également dans ce secteur, aussi bien sur la radio que sur la télévision. Et puis ce sont de nouveaux acteurs, ces grands géants du numérique que Pierre a très bien décrit dans son récent ouvrage, qu'on retrouve bien sûr de façon très, très générale. Je vais pas le développer ici. Autre mouvement de transformation, c'est le marché de la publicité, avec le poids de ces géants du numérique qui prend le pas très nettement et de façon décisive dans ce secteur, ce qui modifie très profondément les équilibres de financement du secteur. Et puis, c'est des mouvements de consolidation assez spectaculaires auxquels on assiste, aux États-Unis notamment, mais pas seulement. Aux États-Unis, on a eu une succession d'opérations qui aboutissent à la constitution de géants très, très puissants, à la fois technologiquement, mais surtout financièrement, sur le marché des droits de la production audiovisuelle, cinéma et sportive aussi, maintenant, comme on le sait. Donc Disney se rapprochant de Fox, Warner se rapprochant de Discovery, Amazon rachetant MGM. Et en Europe, des mouvements qui sont déjà en cours ou qui sont maintenant annoncés. 2 opérations majeures annoncées pour le territoire national, vous le savez, avec le projet de rapprochement entre les groupes TF1 et M6 d'une part, dont nous sommes saisis, dossier qui fera l'objet d'un examen très approfondi tout au long de l'année 2022 et en partie 2023.
et puis le projet également d'OPA lancé par Vivendi sur le groupe Lagardère. Donc un paysage qui est en mutation et en transformation très, très spectaculaire. Et il était donc normal que la régulation s'adapte à ces transformations pour pouvoir à la fois, d'un côté, mieux répondre aux attentes des publics, mieux répondre aux attentes des Françaises et des Français, puisque cette régulation elle a aussi une mission de protection des publics, j'en dirai un mot, mais aussi pour être plus proche des acteurs du secteur face à ces transformations. C'est le but de cette nouvelle autorité qui verra le jour donc, le 1er janvier 2022, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Donc le CSA, on peut le dire ce matin, est mort, vive l'ARCOM, puisqu'elle verra le jour donc, le 1er janvier. On est en phase active d'organisation de ce rapprochement entre nos deux autorités. On sera à pied d'œuvre dès le 1er janvier. Vous savez qu'on aura 2 membres de plus au sein du collège de l'institution, un membre désigné par le vice-président du Conseil d'État, un membre désigné par la première présidente de la Cour de cassation. Donc à l'avenir, le collège sera composé de 9 membres, issus d'autorités de nomination différentes, dont 2 magistrats supplémentaires. Donc ça confortera, si besoin était, encore plus l'indépendance de cette institution et sa dimension collégiale. Et puis une organisation sur laquelle on travaille qui aura pour objet de ne pas juxtaposer 2 compétences côte à côte, mais de mêler les compétences des 2 autorités pour avoir un régulateur qui soit en pleine prise avec les nouvelles attributions qui seront les siennes. Une autorité qui sera, je dirais, au meilleur standard des autorités administratives et publiques indépendantes, avec des pouvoirs renforcés de manière générale, et une capacité de mouvement accrue, parce que, ça j'en ai la conviction, face à ce monde qui se dessine sous nos yeux, Pierre vient de le dire très, très justement, nous avons besoin de plus de régulation. Je serais tenté de dire qu'on a plus besoin de régulation que de réglementation dans ce secteur. On a une réglementation, vous le savez, qui est extrêmement sophistiquée, pour ne pas dire stratifiée, avec des textes réglementaires multiples et variés, très complexes à maîtriser et parfois à décrypter, même pour le juge. Et je crois qu'aujourd'hui, dans ce monde qui se transforme, la régulation, avec sa capacité de souplesse et de prise en compte des évolutions, a plus que jamais son rôle à jouer. Donc une régulation qui sera au meilleur standard des autorités, et surtout une régulation qui verra son champ de compétences très sensiblement élargi. J'arrive pratiquement maintenant à mi-mandat dans les fonctions de président de l'autorité, et donc en l'espace de 3 ans, c'est pas moins de 7 textes de loi qui seront venus étendre les attributions du régulateur. Enfin, de vie de vieux fonctionnaires, c'est quelque chose qui est très spectaculaire. Alors j'en cite quelques-unes des plus marquantes. Bien évidemment, la transposition de la directive européenne services médias audiovisuels, que nous sommes en train de déployer, j'allais dire, à la minute même, puisque nous sommes en négociation en ce moment avec toutes les plateformes de vidéo par abonnement pour les faire rentrer dans le champ de la régulation et fixer le montant de leurs obligations en matière de contribution au financement de la production audiovisuelle et cinématographique. Donc Netflix, Amazon Prime, Disney+, Apple et tous les autres SMAD qui sont concernés par cette réglementation. Donc c'est vraiment une étape très importante dans un paysage où nous avions des asymétries concurrentielles très fortes entre les acteurs traditionnels et ces acteurs qui ne sont pas sur notre territoire mais qui ciblent notre territoire. Les déséquilibres étaient très forts. Nous sommes en train de les rétablir en les faisant rentrer dans le champ de notre régulation. Tous les textes qui sont intervenus ou qui sont en voie d'intervenir en matière de régulation des grands acteurs de l'Internet, qu'il s'agisse de lutte contre la manipulation de l'information, avec la loi de décembre 2018, de lutte contre les contenus haineux, avec la loi d'août 2021 sur les principes de la République, qu'il s'agisse de la lutte contre les contenus illicites avec la réglementation européenne qui est en cours de gestation avec le règlement SMA, dont on espère qu'il pourrait aboutir en 2022. C'est un nouveau schéma de régulation qui est en train, par petites touches, de naître. Une régulation assez différente de la régulation des médias traditionnels, parce qu'on voit bien
qu'on ne peut pas rentrer dans une logique de contrôle des contenus directement par le régulateur, hein, compte tenu des centaines de millions d'informations qui sont en circulation chaque semaine sur ces vecteurs. C'est une régulation systémique où on impose à ces acteurs des obligations de moyens et où le régulateur vient superviser leur mise en œuvre. Donc c'est voilà, un nouveau schéma de régulation qu'il va falloir faire naître. C'est un enjeu bien évidemment très, très important. La loi sur les violences conjugales, troisième illustration, donc qui date de juin 2020, donc avec la protection des mineurs face à l'accès aux sites pornographiques. La publicité, dossier qui va nous occuper une partie de la fin de l'année avec un certain nombre d'acteurs qui sont dans cette salle, avec la loi climat et résilience et ces codes qu'on nous demande de mettre en œuvre pour tendre vers une publicité qui soit plus verte, pour résumer d'une formule. Et puis la lutte contre le piratage, donc, est pas la moindre des composantes de cette réforme. On est dans une période, vous le savez, en un certain nombre de domaines où l'offre payante se développe. Je pense au sport, où on assiste depuis déjà un nombre d'années important à une augmentation très importante des droits de retransmission, et donc une éviction des chaînes en clair au profit d'offres payantes. Et ce mouvement-là s'est accompagné d'un développement très spectaculaire du piratage. Il fallait inventer de nouveaux outils pour répondre à un mouvement qui pénalise à la fois le mouvement sportif et puis les acteurs en charge de cette diffusion. C'est le sens de la loi que nous aurons à mettre en œuvre. Et puis la lutte contre le piratage de manière générale, avec une meilleure protection des droits des auteurs et surtout, je dirais, un nouveau paradigme. La lutte contre le piratage il y a 10 ans, au moment de la naissance d'Adopi, c'est une période où pour l'essentiel, le piratage se faisait par échange de fichiers, ce qu'on appelle le peer-to-peer. Bon, aujourd'hui, c'est beaucoup plus par des vecteurs de plateformes de streaming que le piratage se fait. Donc le texte a cette ambition de cibler les vecteurs principaux du piratage que sont ces plateformes. Et puis, troisième orientation de cette nouvelle régulation, c'est le développement de l'interrégulation. Face à ces acteurs très puissants qui sont face à nous, la collaboration entre les autorités en charge de la régulation de façon générale est très importante. C'est la raison pour laquelle on a signé il y a 2 ans une convention avec l'ARCEP, le régulateur des télécoms, pour mener ensemble un certain nombre de travaux conjoints. On se réunit entre les collèges de façon périodique. On a créé un service commun entre nous pour mener un certain nombre de travaux. Je pourrais citer l'autorité de la concurrence avec laquelle on travaille bien évidemment très, très étroitement compte tenu des chantiers nombreux qui traversent nos deux autorités. Donc vous l'aurez compris, c'est un régulateur qui est en mouvement. Je le dis souvent, ce n'est pas un régulateur conservateur qui est là pour privilégier le statu quo. C'est un régulateur qui essaye d'anticiper, de s'adapter aux évolutions du moment pour mieux accompagner les acteurs face aux transformations auxquelles ils sont confrontés, pour mieux accompagner les publics, tout en restant fidèle aux valeurs fondatrices de cette régulation. Je le rappelle souvent, nous sommes d'abord au service de la liberté de communication. La loi qu'on met en œuvre est fondamentalement une loi de liberté. Son premier article dit clairement, la communication est libre. Nous sommes là pour protéger la liberté d'expression, qui est aisément malmenée par les temps qui courent. On ne le dira jamais assez, la liberté d'information. Et puis de rester fidèle également à ce qui a toujours été sous-jacent dans cette régulation depuis le début des années 80, la défense du pluralisme, même si les expressions se font, Pierre l'a dit dans son propos, de façon différente aujourd'hui. Cette défense du pluralisme, à la veille d'une grande échéance électorale pour notre pays, est bien évidemment tout à fait fondamentale. La dimension culturelle, avec un modèle de financement de notre création qui est très particulier en France et où le régulateur joue un rôle très, très important. La dimension économique, bien sûr, assurer les équilibres du secteur dans une phase de grande transformation. Et puis de plus en plus, une dimension sociétale, c'est ce qui est attendu aussi du régulateur, de répondre à des attentes de la société auxquelles le législateur a montré son attachement, l'égalité entre les femmes et les hommes, la juste représentation de la société française, pour n'en exprimer que quelques-uns.
Donc c'est le bon moment pour présider cette institution dans cette phase de transformation très, très spectaculaire. Et en tout cas, merci de m'avoir offert l'occasion de dresser un rapide panorama des chantiers qui sont en cours. Comme vous le voyez, l'année 2022 s'annonce chargée. Très bonne journée.